La République démocratique du Congo élit au Conseil des droits de l'homme, mesdames et messieurs. C'est une surprise pour une certaine opinion parce que des voix se sont levées justement pour manifester les désaccords de voir la République démocratique du Congo siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, une victoire diplomatique justement pour la République démocratique du Congo. À quoi doit-on justement s'attendre avec cette élection de la République démocratique du Congo? Est-ce vous personnellement, et là ça va aussi nous permettre de recevoir vos différentes réactions, êtes-vous surpris, mesdames et messieurs, de cette élection de la République démocratique du Congo? À l'interne, qu'est-ce que nous devons faire justement pour capitaliser cette position au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Nous recevons pour en parler un activiste de la société civile, toujours actif aussi sur Guel Afrique Télévision, Christophe Mouissa. Bonjour. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour également à l'ensemble de tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Guel Afrique Télévision. Je remercie aussi la rédaction de nous avoir conviés à ces débats. Finalement, c'est une victoire même pour vous, comme activiste? Bon, pour dire vrai, parce que les matières des droits de l'homme, vous savez, ce sont des matières les plus aussi sensibles dans toutes les démocraties moderne aujourd'hui, parce que vous savez, avec la tension qui monte du jour au lendemain, avec l'instabilité politique, les violations des droits de l'homme dans des camps de déplacés et tout ce qui va avec les libertés publiques, il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, des questions liées aux droits de l'homme, c'est les questions les plus essentielles qui sont débattues même dans des plus grandes réunions et cérémonies internationales. Donc pour nous, nous pensons que ça pourrait être un ouf de soulagement si et seulement si notre pays, effectivement, réunissait toutes les conditions nécessaires pour se retrouver au sein de ces conseils. Comme nous y sommes déjà à ce niveau, donc nous remplissons tous les critères. Donc, je disais, comme nous y sommes déjà, c'est que le gouvernement va fournir encore beaucoup d'efforts pour que nous puissions effectivement non seulement vulgariser, promouvoir, mais aussi permettre à ce qu'il y ait une certaine jouissance de ces droits de l'homme à tous les peuples, à tous les citoyens, et quelle que soit leur divergence d'opinion, quel que soit leur positionnement social et politique. Et c'est à ce niveau-là que nous entendons plus le gouvernement de M. Félix Tshisekedi, lui qui est à son deuxième et le dernier mandat. En quoi, selon vous, la République démocratique du Congo a été meilleure pour être élu différemment, ou disons contrairement à d'autres pays qui étaient aussi en course avec la RDC? Alors, il faut dire que c'est aussi une question de la géostratégie, c'est aussi une question de la diplomatie, parce qu'il faut le souligner qu'aujourd'hui, avec tous les voyages qui ont déjà été effectués par le président de la République, lui qui a déjà manifesté une certaine bonne volonté de la part de ses partenaires, malgré tout cela, il y a beaucoup aussi à faire et à refaire au pays. Mais moi, je pense que les pairs ou les autres pays partenaires aux Nations Unies ont estimé que c'était nécessaire qu'on vote la RDC avec plus de 150 voix au Conseil de sécurité pour permettre à ce que non seulement la RDC pourrait améliorer sa gouvernance sur le plan des droits de l'homme, mais aussi donner la chance à la RDC d'apprendre auprès des autres, donc, la RDC, des autres États pour faire en sorte il y a des pays qui ont jeté l'air dévolu sur la République démocratique du Congo pour permettre à la RDC de s'améliorer. C'est ce qu'on peut retenir? Oui, parce que avant d'être élu, il faut avoir d'abord postulé. C'est-à-dire, les pays à exprimer cette bonne volonté de participer ou de compétir pour avoir une place au sein de ce conseil des droits de l'homme. Et du coup, les autres pays ont vu que c'était nécessaire d'accorder la RDC pour améliorer sa gouvernance en ce qui concerne les droits de l'homme, mais aussi permettre en sorte que la RDC puisse aussi jouir de son droit en tant qu'un État membre non permanent du Conseil des Nations Unies, parce que nous y avons été encore en 2017, alors qu'il y avait beaucoup de cas de violation des droits de l'homme signalés, mais cela n'avait pas empêché à ce que nous puissions rafler ces sièges-là. Donc aujourd'hui, ça rentre pour nous dans le cadre de l'amélioration de l'apprentissage, mais aussi de permettre la jouissance du peuple congolais de ces droits de l'homme, mais aussi permettre aux acteurs politiques que cette place n'est pas seulement une place
politique, mais aussi ça doit être une place géostratégique que nous devons utiliser pour que nous puissions avoir une certaine considération vis-à-vis des autres. Bref, avec cette élection de la République démocratique du Congo, parce que j'espère vous étiez parmi ceux-là qui étaient pessimistes de voir la RDC occuper déjà un siège au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors on peut dire aujourd'hui c'est un poste, c'est vrai on parle des droits de l'homme, mais bien qu'il y a des violations multiples dans un pays, ça ne peut pas vous empêcher à ce que vous soyez élu dans ces conseils. Raison pour laquelle j'ai parlé de la stratégie, j'ai parlé également de la diplomatie, parce qu'aujourd'hui, personne ne l'oublie que la RDC est agressée. Et au vu de cette agression, peut-être que les pays pairs ou membres de ces conseils, ils ont dit non. Comme nous avons déjà, par exemple, fermé l'œil par rapport à ce qui concerne l'agression, on a du mal à condamner. Pourquoi ne pas ouvrir une autre brèche d'accorder ces pays? Donc le fait de trop se victimiser, on peut dire seulement se victimiser, mais de présenter la situation. Au monde entier, en disant que nous sommes finalement agressés. Et du coup, le fait pour nous de solliciter pourrait encore renforcer ou donner à la RDC la possibilité de présenter les multiples violations dans le cadre de la guerre et de l'agression, de ce dont nous sommes en train de vivre, parce que il faut souligner que la célébration aussi du Génocide a contribué sensiblement à ce que l'on puisse reconnaître, ouvrir la voie de la reconnaissance du génocide congolais. Un fait de se victimiser, peut-être on a trop crié justement qu'il y a cette agression sans pour autant agir efficacement sur le terrain. Voilà pourquoi peut-être les mots se victimiser à son sens. Non. Moi, je pense que nous sommes en train d'aller dans tous les sens. Ici, on ne compare pas les droits de l'homme aux seules libertés publiques. On ne les résume pas pour les seules libertés d'opinion ou d'expression. Ce qui pourrait peut-être constituer des infractions dans le cadre de la Constitution ou du droit commun par rapport aux lois de la République, notamment le Code pénal. Mais ici, nous devons aussi voir l'accès, par exemple, à la justice. Nous devons voir la jouissance et la liberté par rapport à tout ce qui concerne la guerre, parce que ça constitue directement les crimes contre l'humanité. Et quand on parle de crimes contre l'humanité, il faut préciser qu'aujourd'hui au Congo, nous sommes les pays qui comptent le plus grand nombre de déplacés internes. Tout cela rentre dans le cadre de violations des droits de l'homme. Mais il faut étudier maintenant quelles sont les causes qui font qu'il y ait ces déplacements massifs. C'est la guerre. Vous comprenez, les gens sont maintenant aujourd'hui contraints de vivre dans des camps de déplacés qui n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité, ils n'ont pas accès à des soins de santé, exposés aux intempéries comme vous venez de le dire. Et tout cela constitue de véritables violations des droits de l'homme. Donc au-delà de tout ça, il faut voir les causes qui font à ce que nous puissions atteindre ces niveaux-là et accorder à la RDC cette chance-là de siéger au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, sans pour autant oublier effectivement des répressions politiques, des libertés publiques, des libertés d'expression, les libertés des médias et d'autres sphères maintenant qui cadrent avec la politique. Vous avez dit que c'est le fruit d'une stratégie du gouvernement congolais, mais également une diplomatie. Est-ce qu'on peut qualifier cette diplomatie agissante? Parce que dans l'ensemble, c'est comme si c'est une victoire avant qu'elle soit beaucoup plus congolaise. C'est d'abord le gouvernement qui est un acteur aussi majeur, parce que la société civile, la plupart des organisations se sont beaucoup plus opposées à la position de Kinshasa, même pendant la campagne. Voilà pourquoi nous disons ça nous surprend. Alors, est-ce une diplomatie agissante pour les gouvernements congolais, voire en gros c'est la victoire du peuple congolais en général. Mais parce particulièrement, nous avons le gouvernement un acteur majeur aussi. Effectivement, parce lorsqu'on parle d'un État, on voit effectivement le cumul de toutes ces instances, notamment les territoires, la population et les institutions. Donc, ni t'était effectivement ce cumul-là de tous ces trois éléments, on ne parlerait pas d'un État. Et le gouvernement agit au nom du peuple congolais. Donc, ici, c'est la souveraineté du peuple congolais qui est beaucoup plus mise en avant effectivement qu'il y ait tous ces cris qui travers cette société civile c'est sa ce position que j'ai dit. Par rapport à ça. Ne faisons pas de l'amalgame. Quand on parle des droits de l'homme, on ne voit pas seulement les libertés publiques. On ne voit pas seulement les libertés politiques, on ne voit pas seulement la liberté d'expression. On voit aussi tous les éléments que je venais d'évoquer ici, où nous sommes dans une situation de déplacement massif des populations. Nous avons le plus grand nombre de déplacés internes.
les gens qui vivent parce qu'il y a la guerre. Et cette guerre rentre dans ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Donc ici, au-delà effectivement de l'instabilité politique à laquelle beaucoup d'acteurs de la société civile, de mouvements citoyens et même de l'opposition s'épanchent, il y a aussi cet aspect. Peut-être c'est cet aspect qui aurait peut-être eu une certaine préséance par rapport à d'autres secteurs, et c'est cette brèche qu'on a beaucoup plus utilisée avant qu'on parle. Ces organisations ont beaucoup plus minimisé l'aspect de la guerre. Nous connaissons aujourd'hui la guerre. Oui. Malheureusement, et comme la majorité des victimes de la guerre ou des crimes contre l'humanité n'ont pas une voix prépondérante dans l'opinion, malheureusement, on semblait les oublier. Et moi, je pense que c'est sur ces leviers-là que le gouvernement s'est beaucoup plus appuyé pour avoir cette place de choix. Et malheureusement, pour nous, les Congolais, nous sommes beaucoup plus dans des aspects beaucoup plus qui sont apparents, des impressions où on dit on a arrêté un opposant, on a arrêté un journaliste, et du coup on en fait tout un débat, oubliant qu'il y a des gens qui souffrent dans des camps de déplacés, il y a des gens qui manquent à manger, il y a des gens qui subissent par exemple des problèmes liés à plusieurs arriérés de salaire et d'autres conditions qui ne permettent pas à ce que les Congolais vivent aisément dans leur pays. Et c'est de là qu'on a eu à décrocher ces sièges-là, que beaucoup peut-être d'acteurs de la société civile avec une certaine influence politique n'apprécient pas, mais au moins nous l'avons déjà gagné, et ça c'est au nom de la République qu'on le veuille. Vous avez dit précédemment, vous avez précisé ici que, bon, c'était une supposition, en disant peut-être que ces pays qui aujourd'hui ne se prononcent pas en termes de sanctions vis-à-vis du Rwanda sont juste là en train de condamner. Ces pays ont jugé bon maintenant de voter pour la République démocratique du Congo, en fait de siéger dans ces conseils des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, est-ce que c'est par hypocrisie, ou soit on peut dire petit à petit la République démocratique du Congo commence à convaincre le monde par rapport à la situation dont elle est victime aujourd'hui, cette agression? Lorsqu'on parle de la guerre, on voit plusieurs dimensions, on voit plusieurs dynamiques. Et dans une guerre, il faut exploiter toutes les pistes nécessaires. Donc si aujourd'hui le gouvernement avait compris déjà avec la francophonie qu'on n'avait pas une certaine considération, avec la guerre par exemple, si le plan de la diplomatie, le Rwanda réussissait à avoir une certaine avancée, et nous avons exploité les côtés des droits de l'homme. Et aujourd'hui, bon, qu'on les veuille ou pas, comme je le disais, nous sommes déjà dedans. Maintenant, comment est-ce que les institutions vont exploiter cette nouvelle opportunité? Parce que nous allons y siéger pendant 2 ans, de 2025 à 2027. Il faut qu'on exploite, en tout cas de façon stratégique, ces sièges-là, pour qu'effectivement nous puissions décrocher maintenant d'autres sanctions, notamment sur le Rwanda, sur l'Ouganda, même des sanctions économiques, des sanctions politiques, et ça permettrait effectivement à la RDC de bien jouer. Mais au-delà de ça, il faut améliorer la gouvernance au niveau interne, et aussi ne plus avoir des soupçons, parce que lorsque on vous confie déjà une telle responsabilité, c'est que tous les yeux seront maintenant braqués sur votre gouvernance, avec une possibilité. À la fin de ces 2 ans, on pourrait vous dire vous n'avez pas réussi à améliorer votre condition. La seule piste à laquelle nous avons à accorder le minimum de crédit pour que vous puissiez siéger ici, vous ne l'avez pas non plus exploité. Donc, tout cela, moi je pense qu'à un certain moment, nous retrouvons devant un fait accompli où nous devons non seulement exploiter les aspects extérieurs, mais aussi améliorer les aspects intérieurs, notamment les libertés publiques, les libertés de la presse et d'autres libertés fondamentales qui sont inscrites dans notre constitution, mais aussi améliorer les conditions de vie des déplacés, parce qu'il y a aussi, et tous les autres aspects. Dans tout ça, il y a aussi une crainte. Après l'élection de la République démocratique du Congo, d'autres pensent peut-être que le gouvernement congolais peut utiliser ça comme une couverture. Ils peuvent, donc, ces autorités, c'est là qui s'illustrent beaucoup plus dans la répression, permettent à ce qu'on se penche justement sur ces côtés, parce qu'avec la guerre, on comprend, c'est tout à fait normal justement, la RDC doit être aussi dans ces instances, mais avec toutes ces répressions, ça peut être aussi une couverture pour le gouvernement congolais, enfin d'épaiser quand il s'agit de traiter un dossier qui est peut-être à la une
un dossier qui parle de la répression, dans ces conseils, la RDC peut user aussi de son poids pour éviter à ce qu'il y ait des sanctions, voilà, ou soit des justifications. Voilà, et une façon peut-être de trouver une couverture dans tout ce qui est répression. Raison pour laquelle j'ai parlé d'une certaine amélioration au niveau interne, parce que l'opposition aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme crise sécuritaire, ils peuvent aussi s'y pencher. Mais comment le gouvernement pourrait prendre les avis de l'opposition vis-à-vis de la situation de la guerre? Parce que ici, comme je le disais, si on ne parvient pas à améliorer la gouvernance au niveau interne, pour se rassurer qu'il faut, il faut à un certain moment libérer l'espace politique pour que chacun émette son point de vue par rapport à la situation, par exemple, sécuritaire, et que le gouvernement pourrait arriver à censurer un certain nombre d'espaces en disant, pour des questions liées à la politique, il y a déjà un code numérique, surtout par rapport à ce qui concerne la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Il y a de l'autre côté les codes. Oui, effectivement, parce que un pays qui se respecte doit apprendre à réguler chaque secteur conformément aux différents contextes qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, on est dans un siècle de numérique, bien qu'il y a plusieurs réformes à avancer, mais au moins nous devons avoir un outil qui régule ces secteurs-là. Et ça va permettre à ce que l'État puisse avoir les contrôles et contraindre certains dérapages par rapport à cette modernisation que nous sommes en train de connaître. Donc pour notre part, le gouvernement ne doit pas forcément se taper la poitrine d'avoir réussi, mais aussi ça peut être un pavé qu'on jette dans la mare pour permettre au gouvernement de glisser. Et si le gouvernement ne parvient pas à lire les signes du temps, ça pourrait être effectivement comme ce qu'on appelle un pot de banane ou trappe nigo, où on jette ce qu'on appelle les hameçons au gouvernement, et malheureusement il peut l'affronter, et ça crée une certaine difficulté dans la gouvernance. Donc la régulation des droits de l'homme dans notre pays va aussi de la manière d'améliorer la qualité de la gouvernance pour permettre à ce que nous tous nous puissions non seulement travailler sur la vulgarisation, sur la promotion, mais aussi sur la jouissance des droits de l'homme. Ce n'est pas le premier poste de haut niveau justement sur lequel on va voir la République démocratique du Congo aussi non seulement siéger mais occuper. Christophe, qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui pour être un tout petit peu optimiste? Parce que la République démocratique du Congo, Conseil des droits de l'homme, rappelez-vous, à un certain moment, la RDC a aussi occupé la présidence tournante de l'Union africaine. Alors la question, est-ce que nous arrivons à capitaliser toutes ces élévations, afin que la République démocratique du Congo trouve des solutions, non seulement sur le plan interne, mais également essayer un peu de soigner son image au niveau externe? Vous savez, nous sommes un pays qui n'est pas isolé. Nous avons cette obligation de nous ouvrir à d'autres États, à d'autres organisations. Raison pour laquelle vous nous verrez être à la fois dans les Nations Unies, nous sommes dans l'Union africaine, nous sommes dans l'organisation de la francophonie, nous sommes à la SADC, nous sommes. Donc c'est pour autant que les pays cherchent à s'ouvrir. Et lorsque vous êtes dans plusieurs organisations comme celle-là, candidats dans plusieurs membres non permanents. Aujourd'hui, nous sommes dans l'EAC et consorts. Tout cela, c'est pour chercher les pays à s'ouvrir. Et malheureusement pour nous, nous voulons toujours adhérer dans plusieurs organisations sans voir beaucoup plus l'intérêt supérieur de la nation. Et les gens pensent que c'est juste un prestige de se retrouver dans ces organisations-là, mais on ne le fait pas pour le beaux yeux. Nous le faisons pour capitaliser plusieurs des opportunités qui peuvent se présenter. Pour revenir à votre question, il faut savoir qu'il y a toujours des mandats dans différentes organisations. Et la plupart des mandats se font de manière tournante. C'est-à-dire, il peut arriver, avec ou sans le vouloir, qu'on dit cette année où ce mandat est confié directement à la République démocratique du Congo. Maintenant, il appartient à la République démocratique du Congo et ses acteurs de pouvoir capitaliser selon la politique managériale qu'ils ont déjà définie dans cette organisation-là, afin que les pays puissent aussi se rehausser à travers cette opportunité qui se présente. On se rappelle toujours avec l'Union africaine, on nous a parlé des task force, mais jusque-là, si on se pose des questions, est-ce qu'il y a des résultats?
Bon, avec l'appartenance dans toutes ces organisations, l'effet d'occuper toutes ces hautes fonctions. Bon, au fait, le problème, comme je le disais, c'est le problème de la souveraineté. Oui. Le comble chez nous, c'est que il y a des individus qui pensent que lorsque les pays se retrouvent dans ces instances-là, c'est le succès d'un individu. Alors que ça devrait être plus le succès de tout un État, de tout un peuple. Et si nous n'avons pas encore fait la dichotomie entre les individus et le peuple ou l'État, c'est-à-dire nous aurons toujours à courir des risques pareils parce qu'aujourd'hui on vous parle de la diplomatie agissant de Félix Tshisekedi dans le Conseil de sécurité aux droits de l'homme. Oui. 10 ans avant ou 7 ans avant, en 2017, on parlait de Kabila. Et du coup, on parle plus des individus au lieu de parler de l'État. Et mon pessimisme à moi, ça allait beaucoup plus dans le sens des intérêts de l'État au lieu de parler des individus. Raison pour laquelle je n'aimerais pas vouloir revenir sur des questions d'arrestation des opposants, des individus, parce que je sais que la question est plus globale qu'au niveau de Tshisekedi. Donc, comment est-ce que l'État, au-delà de Tshisekedi, pourrait développer des stratégies pour bénéficier, par exemple, de ces... Là, on peut dire à tout seigneur, tout honneur, Christophe. Non. C'est ce que je vous dis. Oui. On ne peut pas construire un État sur la base des individus. Sinon, ces individus passeront et l'État risquera de faillir. Raison pour laquelle vous verrez qu'après Lumumba, son MLC est parti. Après Mobutu, le PPRD, les MPR fini. Kabila aujourd'hui avec le PPRD, il est parti. Et on ne sait plus l'avenir de l'IDPS après le pouvoir. Donc, à mon niveau, moi je pense que de tels postes, lorsque nous les occupons, il faut que l'État en sorte plus vainqueur que des individus. Certainement, ce sont des individus qui représentent l'État, mais ils doivent être dotés d'une vision globale pour assurer ce qu'on appelle le principe de continuité. Mais si nous continuons à focaliser chaque projet autour d'un individu, c'est-à-dire cet individu va passer et le projet va tomber en faillite. Raison pour laquelle vous avez vu, on a eu Congo Airways sous Matata. Oui. Aujourd'hui, Matata n'est plus. Congo Airways aussi tombe en faillite. Donc, ça n'a pas d'importance. Oui. Capitalisons ces postes-là comme État, lorsque même les individus peuvent changer, mais si le projet de l'État reste le même, on pourrait toujours les capitaliser et permettre à l'État de jouer un rôle prépondérant au sein du Concert des Nations. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette émission. Sur Gueule Afrique Télévision, nous sommes revenus justement sur cette élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est pour une période de 2025 à 2027. 2 ans, on verra toujours la RDC aussi dans toutes ces rencontres justement en train de siéger comme un pays élu dans tout ça. On va se retrouver donc prochainement sur Gueule Afrique Télévision. À vous de nous rester toujours fidèles.